Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, dernière partie de cette émission consacrée à l'investissement immobilier au Portugal et en Espagne. Les acheteurs internationaux sont attirés par ces régions, moins chères, agréables à vivre, alors que l'on soit retraité ou un investisseur. Quelles sont les précautions à prendre, les éléments à connaître pour un investissement immobilier avisé? On en parle avec Cédric Genet, associé fondateur chez Cara Capital, et Mathilde Morer, notaire à Chevreuse et membre du groupe Monacier. Ils sont tous les deux en plateau. Merci d'être présents. D'abord, Cédric Genet, je vais commencer par une question avec vous. Est-ce que vous pouvez nous indiquer s'il y a beaucoup de personnes qui viennent vers vous avec ces demandes? Parce que je pense que c'est un peu un rêve d'aller dans ces destinations, mais je pense qu'il y a aussi un gap entre le rêve et la réalité qui est vraiment réalisée. On peut dire ça comme ça. Le saut. Effectivement, alors est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir aujourd'hui avec l'envie d'investir en Espagne ou au Portugal, sachant qu'il va falloir différencier ceux qui veulent investir pour y vivre, ceux qui veulent y investir pour investir avec de la rentabilité. Mais au final, on n'a pas tant de gens que ça qui viennent nous voir pour investir à l'étranger. Ce n'est pas la priorité numéro 1 de l'investisseur et de la construction d'un patrimoine. Ça se fait au fur et à mesure du temps, soit par des affinités avec l'Espagne ou le Portugal ou d'autres pays, soit parce que les enfants sont partis faire les études là-bas et que donc on se pose la question de commencer à faire les premiers investissements pour loger les enfants. Ça peut arriver à ce moment-là. Et puis il y a la question de la vie est plus douce, effectivement, a priori, en tout cas le soleil est plus présent, et donc est-ce que je dois commencer à préparer ma retraite pour vivre et donc investir en Espagne ou au Portugal? C'est les grands moments où on vient nous voir pour ces questions d'investissement dans ces zones-là précisément. Et en termes de profil, la majorité du coup ce serait plutôt des retraités ou investissement justement pour aider ses enfants, un investissement locatif par exemple? En fait, aujourd'hui, et là pour le coup, on peut tout de suite séparer Espagne et Portugal. On n'a pas les mêmes marchés. Au Portugal, on va avoir des investissements dans une logique résidentielle. Résidence principale, qu'on va trouver dans la région de Lisbonne majoritairement, et où là, on va avoir effectivement les retraités, mais aussi beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont commencé à réaliser leur patrimoine, qui peuvent, les fameux digital nomades, qui peuvent s'installer un peu partout, et beaucoup ont investi au Portugal pour des raisons fiscales, on y reviendra sans aucun doute. On a aussi des investisseurs dans une logique d'investissement résidentiel locatif type Airbnb. Oui. On a eu beaucoup Lisbonne, on a eu beaucoup le sud du Portugal, et maintenant c'est plutôt Porto qui aurait le vent en poupe. Évidemment, le marché est beaucoup plus accessible. Le prix moyen au mètre carré à Lisbonne est de 5 000 € à peu près, 2 500 € à Porto. Comparé à la France, c'est 2 fois moins cher en fait, à peu près. En Espagne, c'est différent. On va peut-être avoir moins de volonté de résidence principale, plus de résidence secondaire, mais en revanche, on va retrouver toutes les classes d'actifs de l'investissement. On va retrouver l'investissement dans les bureaux, dans les centres commerciaux. Voilà. Ce qu'on va moins avoir au Portugal, non pas qu'il n'y ait pas la profondeur de marché, mais le Français va moins s'intéresser à ça au Portugal. Il va chercher une logique résidentielle au Portugal, là où en Espagne, il va regarder toutes les classes d'actifs comme il le ferait dans n'importe quel pays, comme la France, l'Italie, l'Allemagne, le UK. L'Espagne est un peu dans cette zone-là. Et il y a un autre élément, c'est que le prix au Portugal est plus élevé que ce qu'il était en 2008. En Espagne, on est toujours en dessous. On n'a pas encore récupéré, ça dépend des zones, mais globalement, on n'a pas encore récupéré les prix de 2008. Donc l'accessibilité en Espagne est plus facile. D'accord. Et en termes de concrètement, si on veut acheter un logement dans ces pays-là, est-ce qu'on va rencontrer des difficultés, notamment par exemple déjà pour les professionnels qui vont nous accompagner dans l'acte d'achat? Oui, alors ça se passe pas tout. Le déroulé d'une acquisition se passera à peu près comme en France. Simplement, c'est vrai qu'on n'aura pas affaire aux mêmes professionnels. Alors, une chose à faire avant tout, c'est d'obtenir un numéro d'identification fiscale, en fait, que vous soyez au Portugal ou vous soyez en Espagne, avant même de faire vos démarches, parce que le fait de demander, il va falloir aller auprès du consulat, ça peut prendre 4-6 mois parfois. Si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas de toute façon signer votre acquisition. Donc la première chose à faire quand on veut investir dans ces deux pays, c'est vraiment d'obtenir son numéro d'identification. Une fois qu'on a fait ça, c'est vrai qu'au Portugal et en Espagne, les notaires n'ont pas les mêmes fonctions qu'en France. Oui. En France, on est là pour sécuriser l'acte, vérifier tout ce qu'il y a par rapport aux biens, s'il y a des hypothèques, s'il reste des crédits, etc. Portugal, Espagne, c'est pas le cas. Là-bas, il faut prendre un avocat. C'est plus sécurisant.
vous en aurez besoin de toute façon et mieux vaut le prendre le plus rapidement possible. Et du coup, c'est des frais en plus ? C'est des frais en plus, oui. D'accord, donc il faut quand même prendre ça en compte. Voilà, parce que le notaire sera plus un certificateur, un enregistreur de votre acte, donc le coût du notariat là-bas il sera moins cher, mais vous aurez quand même les frais d'avocat à compter. Voilà. Et en termes de process, alors il vaut mieux aussi ouvrir un compte bancaire là-bas avant toute transaction. Au niveau du process, par exemple, si on prend l'Espagne, alors ce qu'il faut bien voir en Espagne aussi, c'est qu'attention, il y a différentes communautés. On a 17 communautés autonomes en Espagne. Oui, c'est ça. Donc là, il y a une régionalité qui est un peu particulière. Il y a une régionalité. Il y a, au niveau fiscal, c'est aussi différent. Ils ont chacun leur façon de taxer. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. C'est pour ça qu'il vaut mieux quand même avoir affaire à un professionnel là-bas pour bien qu'il vous explique tout ce qui va se passer au niveau des communautés. Au niveau de l'acte, il y a certaines différences par rapport à la France. Donc, par exemple, en Espagne, souvent, vous allez faire une sorte de contrat de réserve au tout début qui va vous laisser un petit temps de réflexion. Parce que là-bas, vous n'avez pas le délai de rétractation qu'on a en France, les 10 jours qu'on a en France. On ne les a pas. Donc, vous allez potentiellement signer... c'est pas obligatoire, cet acte-là n'est pas obligatoire. Mais il vaut mieux le faire, du coup. Il vaut mieux le faire. Déjà, ça permet d'avoir les premières informations. À ce niveau-là, c'est bien d'avoir déjà son avocat. Comme ça, lui va faire les démarches pour vérifier certaines choses. Ensuite, vous allez signer votre compromis. C'est un compromis qu'on dit pénitentiel parce que là, vous allez avoir des arts à verser. Donc, à ce moment-là, c'est un peu comme chez nous au niveau du dépôt de garantie. On est à peu près autour des 10%. C'est négociable, voilà. Ça, il va falloir les verser. Ensuite, il va y avoir des recherches qui vont être faites au niveau du bien, au niveau de vos capacités aussi d'emprunt, etc. La clause suspensive d'obtention de prêt, c'est pas une obligation en Espagne. Excepté en Catalogne, vous avez des articles qui parlent de ça, mais sinon, c'est vraiment pas... si vous n'y pensez pas, ce sera jamais mis dans votre acte. Mais votre avocat, il peut quand même vous préciser... Exactement. C'est pour ça que vous en avez besoin aussi, pour bien cadrer quand même votre contrat. Donc, en tout cas, pointer du doigt qu'il faut peut-être rajouter cette clause dans le contrat. Et c'est vrai que donc, le compromis sera sous seing privé en règle générale, donc il vaut mieux avoir votre avocat. Et ensuite, on passera devant le notaire pour régulariser la vente définitive. Par contre, si vous décidez de ne pas acheter, vous perdez vos arts. Si par contre le vendeur décide de ne plus vendre, il vous doit le double des arts. Voilà. D'accord. Mais on n'est pas aussi cadré, on n'a pas toutes les clauses hyper protectrices qu'on a quand même dans les contrats français. Et ça, c'est pour l'Espagne et pour le Portugal. Alors, est-ce qu'il y a des petites spécificités comme Oui, c'est pas tout à fait pareil, ça ressemble un peu plus à nos compromis. Donc, mais pareil, ce qu'il faut vraiment prendre, c'est un avocat. Parce que vous avez le problème en Espagne, notamment sur les biens, de savoir s'ils ont, par exemple, été construits ou pas avec un permis de construire. Ça, c'est en Espagne au Portugal. D'accord, Portugal. En Espagne, vous pouvez l'avoir aussi, ce problème. Oui. Au Portugal, vous l'avez quand même pas mal. Donc, vérifiez la légalité du bien. Il y a quand même pas mal de démarches que ferait un notaire, en fait, en France, mais qu'il ne fait pas ni au Portugal ni en Espagne. C'est l'avocat qui va le faire pour vous. D'où l'intérêt. Et en termes de... Donc, vous avez parlé de contracter un prêt. Est-ce que les banques... j'imagine qu'on va se tourner vers des banques françaises, du coup, pour contracter un prêt pour investir. Est-ce qu'elles ont certaines réticences ? Est-ce qu'il y a des clauses en plus à fournir ? Est-ce qu'il y a des éléments en particulier pour pouvoir investir ou... Là, si vous souscrivez un prêt en France, il va être soumis aux règles françaises. On n'aura pas de différence là. Vous pouvez contracter un prêt aussi en Espagne. C'est pas... Mais ce serait plus intéressant En termes de financement, effectivement, le français, naturellement, va se tourner vers sa banque française. C'est pas si simple que ça. D'accord. Puisque les garanties prises sur des biens à l'étranger, c'est pas ce que les banquiers français préfèrent. Oui, c'est ça, il doit y avoir une petite... Voilà, donc il y a une petite difficulté au niveau de la garantie et au niveau de l'organisation. Bon, et après, ça dépend évidemment du volume de votre investissement par rapport à la taille de votre patrimoine. C'est toujours la même chose. C'est sûr que si vous commencez à vouloir faire de l'investissement en Espagne et acheter un immeuble de bureau, là, la banque française, ça va être plus compliqué. Et il va falloir effectivement travailler avec des banques locales. Si en revanche, vous cherchez un appartement de type Airbnb ou une petite maison en résidence secondaire, votre banque française, normalement, devrait vous accompagner. Et alors, du coup, on va venir un peu à la fiscalité. Vous avez parlé d'Airbnb. Pour un investissement locatif, est-ce que ce serait plus intéressant d'être en Espagne, d'être au Portugal ? Comment ça se passe pour... un investissement vraiment locatif? Alors en fait, le vrai sujet de la fiscalité, c'est quel est votre lieu de résidence fiscale et non pas quel est le lieu dans lequel se positionne le bien. Donc si vous restez résident fiscal français, quand vous investissez en Espagne, au Portugal ou en France, la fiscalité, c'est la même, que ce soit au niveau des revenus fonciers, des cotisations sociales ou de l'IFI. Il n'y a pas de Est-ce qu'il y a une homogénéisation européenne C'est le fait d'être résident fiscal français qui fait que la fiscalité sur les revenus et sur les biens. Après, vous avez
des différences, et pour le coup significatives, sur la fiscalité locale. Tout ce qui est impôts locaux, donc les taxes foncières et autres. Vous avez une taxe foncière qui est relativement faible aujourd'hui en Espagne, à peu près 2 fois moins qu'en France. Peut-être parce que la française a beaucoup monté. Mais vous avez ce niveau-là. Après, en termes de fiscalité sur d'éventuels revenus, c'est la même chose. Si en revanche, vous décidez d'aller vous installer en Espagne ou au Portugal, là, ça change tout. On rentre dans la logique d'expatriation, donc à prendre avec des pincettes. Donc là, plus profil retraité ou, ou pas. Investisseur quand même très retraité ou entrepreneur qui a bien réussi sa vie et qui décide de prendre sa retraite à 40 ans et d'aller la passer au Portugal. C'est assez classique, on en voit quand même beaucoup. Donc là, vous allez vous installer. Donc là, vous avez des régimes d'impatriation, Espagne ou Portugal, qui ne sont pas les mêmes. Quoique, il y a un profil qui s'appelle le NHR au Portugal, qui donne un certain nombre d'avantages. Quand vous vous installez au Portugal, tous les revenus qui proviennent du Portugal, vous avez un forfait de 20% sur l'ensemble de vos revenus. Et sur tous les revenus qui proviennent de l'étranger, vous n'avez plus de fiscalité. Attention, depuis 2021, les pensions de retraite sont exclues de ce dispositif. Donc là où effectivement on a eu un afflux de retraités, où pendant une période de 10 ans, ce système s'appliquait, vous n'aviez pas de revenus sur votre pension de retraite, depuis 2021, ça ne marche plus. Si vous êtes retraité, que vous allez vous installer au Portugal, vous paierez bien une fiscalité sur votre pension. Et c'est taxé à 10%, c'est ça ? Et c'est taxé à 20%. À 20%, d'accord. 10% pour les retraités. 10% pour les retraités, effectivement. Merci Maddy pour cette correction. Et justement, des réglementations, à force de voir cet afflux de personnes, est-ce que vous craignez qu'il y en ait de plus en plus, des encadrements plus forts, ou vous pensez que ça va se... Après, c'est le jeu des politiques et des besoins des pays. L'Espagne a fait la même chose quelques années plus tard, ce qu'on appelle la loi Beckham. Là, on comprend bien quel est le sujet, où effectivement, ils ont mis à peu près le même système. Vous avez les revenus espagnols taxés à 24% de manière forfaitaire, jusqu'à 600 000 euros de revenus. Donc on voit bien que tous les pays, au fur et à mesure de l'évolution et de leurs besoins économiques et d'attirer éventuellement des populations et des investisseurs, vont mettre en place des systèmes. Au Portugal, on a aussi le Golden Visa, qui a beaucoup été utilisé par la population chinoise, qui, à partir du moment où elle investissait un certain montant en immobilier, avait droit un visa, le Golden Visa, qui lui permettait de s'installer au Portugal, ce qui est la porte d'entrée pour la communauté chinoise pour venir s'installer en Europe. Donc voilà, on voit bien que tout ça, ça évolue en fonction des besoins. En France, on a eu aussi, par moment, on a facilité le retour à l'installation en France, notamment des résidents du UK. Bon, voilà, chaque pays bouge en fonction du besoin. Mais pour l'investisseur français qui reste en France, qui investit en Espagne ou au Portugal, c'est pas un choix fiscal. D'autant que c'est vrai qu'on n'a pas d'harmonisation. Vous parliez tout à l'heure d'harmonisation. Fiscalement, non. En Europe, on a beaucoup d'harmonisation au niveau civil, ce qui est très bien d'ailleurs, parce que du coup, ça nous permet de nous déplacer. Si on prend les bonnes décisions, si on réfléchit avant son expatriation notamment, on peut vraiment bien cadrer son départ et utiliser tous les règlements européens qui sont à notre disposition, qui là ont harmonisé les lois. Donc on n'aura pas vraiment de surprise. Par contre, fiscalement, en dehors des conventions bilatérales qu'on peut avoir avec certains pays, on n'a pas d'harmonisation. Donc voilà, avec l'Espagne, on a une convention sur les revenus, sur l'IFI, enfin sur l'impôt sur la fortune. On a une convention fiscale aussi sur les successions et on n'a pas sur les donations. Au Portugal, vous n'avez pas de convention fiscale sur les successions et les donations. Par contre, vous en avez une uniquement sur l'impôt sur le revenu. N'est pas inclus l'impôt sur la fortune. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que justement, vous avez parlé de succession ? Vous pouvez nous indiquer quelles sont les subtilités à savoir si l'on souhaite justement léguer son appartement peut-être à ses enfants ? Alors, donc ça dépendra aussi si vraiment vous vous expatriez ou pas, parce que vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez un bien immobilier en Espagne, au Portugal, vous avez envie de le donner en France, vous faites un acte de donation, c'est possible de donner. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, on a l'Europe qui nous a quand même permis de bien harmoniser nos lois civiles, et notamment, on a un règlement successoral, un règlement sur les successions, qui nous permet notamment de choisir la loi applicable au règlement de notre succession. Pour l'instant, si vous ne faites pas de choix de loi, tous les pays qui sont concernés par le règlement, c'est-à-dire qu'on en a 25 sur 27, et on a l'Espagne et le Portugal, on va appliquer la même loi pour régler votre succession, qui sera la loi de votre dernière résidence.
C'est la D'accord. résidence civile, c'est pas la résidence fiscale, c'est la résidence civile. Ça a une autre définition. Maintenant, vous pouvez du coup avoir vécu tout le temps en France, fait des actes en France, des donations partage notamment, des donations entre époux, des choses comme ça, et finalement vous installer ailleurs pour votre retraite et y décéder. Si vous ne faites pas de choix de loi, vous allez être soumis à la loi de votre dernier domicile qui potentiellement pourrait être en contradiction aussi avec ce que vous avez fait en France. D'accord. D'où l'intérêt de faire un choix de loi. Le choix de loi, le seul On que le fait vous auprès pouvez de son faire... notaire ? Oui, auprès du notaire. C'est c'est mieux parce qu'il peut vous renseigner. C'est sous forme de disposition testamentaire, donc au terme d'un testament en fait. Vous ne pouvez que choisir votre loi nationale par contre. C'est le seul choix. Mais bon, si vous êtes Oui, français, bien sûr, on ne peut pas choisir une loi. Oui, non, il faut rattacher un peu. Mais voilà, donc c'est quand même des petites choses à voir. Pareil pour le régime matrimonial. Maintenant, on est soumis au même règlement Portugal, Espagne, France et 18 autres pays, enfin 18 pays en tout. On est soumis au même règlement sur les régimes matrimoniaux, sur les partenariats enregistrés. Donc c'est intéressant quand même de faire un bilan patrimonial avant de partir pour voir exactement ce qui va pouvoir être conservé ou les petites choses à voir pour éviter qu'il y ait des contrariétés, des contradictions avec ce que vous avez fait antérieurement. Bien sûr. Eh bien, merci beaucoup. Merci Mathilde Maurer, notaire à Chevreuse, je le rappelle, et membre du groupe Monacier. Merci Cédric Genet, associé fondateur de chez Cara Capital. Merci d'avoir été présent aujourd'hui et de nous avoir donné quelques clés pour investir dans ces pays du sud de l'Europe. Quant à nous, on se retrouve demain sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.